Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire qui, qui fait partie d'une série exclusive de 13 webinaires intitulée Covid-19, les dirigeants sur le pont témoignent. Et c'est aujourd'hui Mathieu Brunet que nous accueillons. Mathieu, bonjour. Et bonjour. Alors Mathieu, tu es un des 3 co-dirigeants de Arcadie. Tombé dans cette entreprise familiale quand tu étais petit, tu t'occupes principalement du marketing et de l'informatique, et ce depuis une quinzaine d'années. Tu es aujourd'hui premier de plusieurs cercles, dont le cercle Lacratie, et bienvenue au club, qui est un tout nouveau cercle destiné à faciliter l'intégration des nouveaux Arcadiens. Arcadiens, c'est le terme pour désigner les collaborateurs de Arcadie. Alors Arcadie, c'est 30 ans d'existence, plus d'une centaine d'Arcadiens et toujours une croissance à 2 chiffres depuis sa création. Et puis surtout 3 ans d'holacratie, c'est pour ça que tu es là, parce que le directoire a signé la constitution au printemps 2017. Pardon ? C'est ça. Oui, je ne me suis pas trompée dans les dates. Comme il y a pas mal de webinaires et pas mal de dates, c'est difficile de retrouver les dates. Et donc Arcadie fabrique principalement des épices, du thé, et puis vous avez des plantes aussi sèches en sachet que vous vendez via les marques L'Herbier de France et Cook. Tu as toi-même trouvé dans l'holacratie le système que tu cherchais depuis longtemps, ce qui a permis d'apporter de la structure en fait à Arcadie sans pour autant ajouter la rigidité qui pouvait être induite par un système pyramidal. Alors, je vais tout d'abord te poser quelques questions préparées et puis ensuite on passera à la période de questions-réponses avec les participants. Encore une fois, chers participants, si vous avez des questions, vous avez le petit module Q&A et je les prendrai dans l'ordre d'arrivée à l'issue de notre échange. Alors, première question générale, Mathieu. Quel est l'impact du Covid-19 sur votre activité chez Arcadie et notamment sur les collaborateurs? Est-ce que vous en avez mis en télétravail? Est-ce qu'il y en a qui continuent à travailler dans les locaux? Et est-ce qu'il y en a que vous avez dû mettre en chômage partiel? Alors, pour le moment, on n'a pas eu du tout recours au chômage partiel parce que, en fait, le principal impact sur notre activité, c'est qu'on fait plus 30% en fait depuis le début de la crise, voire là, c'est en train de s'accélérer. Si on arrive à livrer tout ce qui nous a été commandé d'ici la fin de la semaine, on sera quasiment sur plus 50% en fait de croissance depuis le début de la crise. Donc, c'est une situation assez particulière avec au début un taux d'absentéisme pour garde d'enfants et quelques personnes fragiles qui était aux alentours de 20%. Là, on est en train de descendre à 10%. Hein, les gens reviennent petit à petit. Mais malgré tout, on a dû affronter cette hausse de l'activité sans avoir recours à des CDD ou avec de l'intérim parce qu'on ne voulait pas mélanger plus les gens. Et donc, on est resté prudent à ce niveau-là. Et donc, on a réussi, moyennant que beaucoup de gens mettent un certain nombre de projets en pause pour que tout le monde soit sur le pont. J'ai passé moi-même plus d'une semaine à préparer des commandes. Et donc, vraiment impliqué dans l'opérationnel, tout le monde est impliqué. Et du coup, quelle a été ta première réaction ou votre première réaction, parce que vous êtes 3 co-dirigeants, face à la crise? Qu'est-ce que vous avez mis en place dès les premiers jours, dès les premières semaines? Alors, c'est allé de manière très progressive, en fait. Au fur et à mesure de l'évolution de la crise, on a essayé d'être très réactif, de ne pas tomber dans la psychose, surtout parce qu'on sentait que voilà, elle s'emparait progressivement des salariés. Donc, on a tout de suite rappelé qu'à Arcadie, on appliquerait de manière très stricte les consignes gouvernementales, ni plus ni moins. Mais par contre, on l'a fait de manière très rapide, voire des fois un petit peu anticipée quand les choses n'étaient pas claires. On a essayé de comprendre un petit peu quelle était l'intention derrière. Et entre autres, au début, ce qu'on rencontrait beaucoup d'entreprises, c'est que certaines entreprises n'ont pas compris qu'il fallait rester ouvert, quoi, et que la demande de fermeture ne s'adressait qu'aux gens qui recevaient du public, et que surtout nous, dans l'agroalimentaire, c'était indispensable de rester ouvert. Et pour ça, ça a questionné un certain nombre de salariés qui se sont dit « mais pourquoi nous, on ne ferme pas alors que d'autres entreprises ferment ?» Voilà, on a tenu bon là-dessus et finalement, tout le monde en est très content.
Donc après, on a le gros avantage, c'est qu'étant dans l'agroalimentaire, nous, les gestes barrières, ça nous connaît, entre guillemets. On travaille déjà avec des masques, on se lave déjà les mains 1000 fois par jour. Du gel hydroalcoolique, on en a des cartons pleins. Enfin, voilà. Donc, tout ça, ce sont des choses auxquelles nos salariés sont habitués. On a bien sûr augmenté un petit peu. Le ménage est fait plus régulièrement. Il y a tout un tas de choses qu'on a augmentées, mais grosso modo, c'était que des choses auxquelles les gens étaient habitués. Donc ça s'est fait très vite et très bien. Et pour le moment, je croise les doigts, on n'a pas eu de contamination au sein de l'entreprise, même si 2 personnes ont attrapé la maladie visiblement à l'extérieur de l'entreprise. Ça, c'est pas difficile à l'intérieur. Donc c'est le signe a priori que nos mesures ont été efficaces. Après, ce qu'on a mis aussi en place assez rapidement, c'est une prime pour les travailleurs qui venaient se travailler sur place. Donc ça a été rapidement soutenu par le gouvernement. Et puis, donc, comme tout le monde, pour les postes où c'était possible, on a mis en place le télétravail. On a environ la moitié des… Enfin, ça varie entre 2 tiers et 1 tiers des personnes télétravaillables, entre guillemets, qui ont été mises en télétravail. Là, on a heureusement une équipe informatique qui a su réagir assez rapidement, parce qu'on en faisait un petit peu, mais pas énormément. Et on a upgradé un certain nombre d'équipements informatiques assez rapidement. Et ça, heureusement, on a la fibre à Arcadie depuis quelques années. Et ça a permis vraiment, effectivement, aux gens de travailler à la maison, comme chez eux, en ayant accès à l'ensemble des outils avec lesquels ils travaillent habituellement. Donc voilà, tout ça c'est relativement bien passé. Les 2 premières semaines ont été assez chaudes, mais depuis, voilà, on est rentré dans un fonctionnement plus, comment dire, plus régulier, même si ça reste exceptionnel, mais au moins on n'en est plus. Les premières semaines, c'était quasiment tous les jours, il fallait changer quelque chose, mettre en place quelque chose, gérer une crise, une inquiétude. Voilà, là, c'est pas du normal, mais c'est plus gérable. Ouais, donc, pour vous, il n'y avait pas de changement majeur, en tout cas en termes d'hygiène, vous aviez anticipé. C'est vrai qu'il y avait un petit flottement pour certaines entreprises qui se sont demandé est-ce qu'il faut qu'on ferme ou qu'on rouvre. Et ça, ça a fait perdre pas mal. Oui, et Pas même dans mal d'entreprises. l'agroalimentaire, il y a des entreprises dans la région qui ont fait le choix de fermer Mm. comme ça du jour au lendemain. Et en fait, c'est compliqué parce que déjà, enfin, il y a- nous, le discours qu'on a tenu à nos salariés, et qui a été soutenu d'ailleurs, y compris par le CSE, etc., c'est de dire, il y a 2 aspects. Il y a d'une part, pour pouvoir fermer l'entreprise, il faut mettre en chômage partiel. Et pour pouvoir mettre en chômage partiel, il faut y avoir droit, entre guillemets, donc avoir une baisse d'activité. Ce n'était pas du tout notre cas. Et d'autre part, on a une responsabilité par rapport à la société. Les gens, ils sont confinés, mais ils continuent à manger. Et même si on peut regarder les épices comme un élément moins important que le reste, il y a plusieurs aspects. D'une part, nous, on vend des épices en petits flacons, mais on vend aussi des épices à des industriels qui eux-mêmes fabriquent tout un tas de plats. Et quand on regarde la composition de ce qu'on achète, tous les plats contiennent des épices. Et du coup, il y avait le risque, si on cessait de fournir ces gens-là, que ce soit des dizaines de milliers de références qui soient tout d'un coup absentes des rayons. Donc, ça pouvait risquer de provoquer des pénuries. Donc, on avait cette responsabilité-là. Et l'autre responsabilité qu'on a, c'est par rapport à nos fournisseurs. Par rapport aux agriculteurs, eux, ils ne peuvent pas empêcher que les plantes poussent. Et si tout d'un coup, nous, on ne les vend plus, ça aurait pu être difficile. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a vraiment souhaité non seulement maintenir l'activité, mais répondre à la demande du mieux qu'on pouvait. Je soutiens ça parce que moi aussi, j'aurais été impactée du coup par votre fermeture. J'ai un magasin pas loin avec vos épices. Du coup, sur le télétravail, donc il y a une partie qui est quand même passée en télétravail, ceux qui n'ont pas besoin d'être, j'imagine, sur les machines, plus des rôles de back-office. Comment est-ce que vous avez géré les collaborateurs, puisque apparemment, ce n'est pas quelque chose que vous pratiquiez de façon constante. Donc, en termes de management notamment, comment vous avez fait pour garder l'alignement sur les priorités et puis surtout la motivation, parce que ce n'est pas évident de travailler tout seul devant son ordi. Alors,
pour ça, on s'est énormément appuyé sur nos premiers liens. Euh, donc là, effectivement, la structuration holacratie nous a été utile parce que chaque collaborateur, chaque Arcadien a un premier lien identifié et qui est censé connaître voilà, les projets en cours, etc. Donc, ça nous a permis au moment de la mise en place de ce télétravail de s'organiser pour que les premiers liens, de demander aux premiers liens de, comment dire, de vérifier déjà que le travail était possible en télétravail et de vérifier il y avait la possibilité technique de le faire, de le suivre. Voilà. Et on leur a demandé aussi de faire un suivi proche. Donc là, les outils qu'on a tous utilisés pendant cette période de visioconférence ont été extrêmement utiles pour pouvoir vérifier que les gens non seulement avaient les outils techniques pour travailler, mais aussi comment dire, la compréhension effectivement des changements de priorité, bien sûr, qu'occasionne cette crise. Parce que pour certains, c'est clair qu'on passe en mode flux et on se met à faire que de l'urgence, entre guillemets. Mais pour d'autres, typiquement les achats, il ne faut pas s'endormir et il faut continuer à approvisionner au maximum, donc à continuer à faire du sourcing. Voilà, on a eu sur certains produits, nos ventes de thym ont été multipliées par 5 pendant la période. Donc, sur certains produits, c'est assez monstrueux. Donc, il y a énormément de travail là qu'il faut continuer à faire, de travail de fond pour le sourcing ou d'autres aspects. Après, ce qu'on a vite détecté pour beaucoup de télétravailleurs, c'est le côté psychologique de la chose. Pour des gens qui ne sont pas habitués, se retrouver tout seul à la maison, pas forcément avec une pièce qui permette de le faire, avec certains qui ont quand même les enfants sur place, etc. Ou qui sont totalement tout seuls parce qu'ils sont célibataires, qu'ils n'ont pas d'enfants, dans éventuellement des petits appartements. Donc, on a rapidement ouvert la possibilité aux personnes en télétravail de quand même revenir régulièrement à l'entreprise, avec des roulements pour éviter qu'on se trouve trop nombreux en même temps dans l'entreprise. Mais voilà, garder le contact au-delà des contacts réguliers par chat, par visioconférence, de laisser possible aussi aux gens qui le souhaitaient de venir une journée par semaine pour voilà, garder le contact avec l'énergie de l'entreprise. Parce que ce qu'on a constaté rapidement, c'est que les gens les plus inquiets, c'était les gens qui n'étaient pas présents dans l'entreprise. Ceux qui n'avaient plus que comme fenêtre sur le monde la télé et les infos, ils étaient très très inquiets. Alors que ceux qui venaient travailler tous les jours, finalement, en tout cas dans notre région où on est relativement protégé, voilà, on voyait bien que c'était pas c'était moins inquiétant, quoi. Donc voilà, on a essayé de mettre ça en place, de ne pas pointer du doigt non plus ceux qui étaient en télétravail ou ceux qui étaient en arrêt pour garde d'enfants, de garder un lien avec tout le monde. Et pour ça, on s'est beaucoup appuyé sur notre réseau social. On a mis en place un réseau social d'entreprise depuis quelques mois, Talkspirit pour ne pas le nommer. Et ça a vraiment beaucoup servi parce qu'on a pu garder le contact avec bien sûr les télétravailleurs, mais y compris avec les gens qui étaient en arrêt de travail. Voilà, pour garder un lien et maintenir une cohésion sur l'ensemble de l'entreprise. Merci, oui, effectivement, c'est important de garder un lien et beaucoup de dirigeants que j'interroge disent qu'ils avaient une chaîne un peu de discussion un peu informelle. On a vu pas mal de vidéos fun passer, en tout cas autour du Ouais. confinement. Donc, ça permet aussi de relâcher la pression d'avoir ce type d'échange. Oui, tout à fait. Du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais si si Arcadie devait de nouveau faire face à une telle crise? Autrement dit, est-ce qu'il y a des enseignements que tu tires de cette période qui vont vous permettre de grandir? Je pense qu'une chose qu'on fera à l'issue de cette crise et qui servirait pour une crise précédente, c'est d'augmenter encore
euh, mince, le mot m'échappe, le fait que tout le monde sache faire plus de choses. Euh, donc, entre autres, on a pu constater que, ben voilà, sur tous les, là, ce qui a augmenté le plus quelque part, ça a été la préparation et l'expédition de commandes. Et voilà, ça a été très utile que rapidement des gens sachent faire ça pour pouvoir aller prêter main forte au cercle qui, ben voilà, il se trouve que là, il y avait les 2 tiers du cercle qui étaient en arrêt pour garde d'enfants. Et grosso modo, il a fallu à chacun pouvoir remplacer dans les cercles selon les absences, parce que finalement, on n'avait que 20-30% d'absentéisme, mais c'est très inégal selon les cercles. Et donc, je pense qu'on va appuyer. On avait déjà, tu en parlais au début, mis en place ce système de parcours découverte pour les personnes qu'on embauche dans l'entreprise, qu'elles puissent faire le tour, aller passer une demi-journée dans chaque cercle. On va certainement renforcer cet aspect-là pour que sur certains sujets, tout le monde puisse remplacer au pied levé à n'importe quel endroit de l'entreprise sur certaines activités prioritaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fera et qui nous permettra d'être encore plus réactifs si jamais une autre crise se produit, ou simplement être plus réactif en cas d'absence pour une quelconque raison. Ça semble vraiment utile. Euh, J'ai pas d'autres choses qui me viennent directement là qu'il faudrait changer. Grosso modo, on est plutôt content de nous, en fait, là. On a, enfin, réussir à affronter 50% de croissance avec 20-30% d'absentéisme, c'est sacrément un tour de force. On a encore du mal à comprendre exactement comment est-ce qu'on a réussi à faire ça. Euh, Certainement, on avait un petit peu d'amélioration de productivité sous la pédale, et que là, on a utilisé. Donc ça, c'est certainement quelque chose qu'il faudra qu'on regarde. C'est voilà, il y a des choses qu'on s'est arrêté de faire. Faut-il vraiment recommencer à les faire? Est-ce qu'on ne peut pas être plus efficace? Cela dit, le fait d'avoir été certainement avec une productivité qui n'était pas au top, ça nous a permis là d'encaisser cette différence, alors que si on avait déjà été au top avant, on n'aurait pas pu. Donc, c'est à double tranchant, finalement, cette histoire de productivité. Mais il n'empêche que ça va poser la question, effectivement, qui se posait déjà avant, mais qui devient plus concrète maintenant, de vérifier qu'on n'a pas un certain nombre d'activités qui ne sont pas utiles. En fait. C'est important. On a vu la même chose chez Scarabée Biocop, où ils ont mis toutes les personnes qu'ils pouvaient en magasin, en fait, pour renfort, parce que c'est le cœur de métier, c'est le service qui primait, même sur tout le reste, là, pour le coup. Ouais, c'est ça. On a une question après, justement, sur les projets du coup, que vous avez mis de côté, abordera après. Le gouvernement annonce la fin du confinement, donc le 11 mai. Votre activité a été continue pendant le confinement, donc est-ce qu'il va y avoir des impacts de ce déconfinement? Et est-ce qu'il y a des choses que vous devez anticiper ou pas spécifiquement? Alors, pour le moment, on a encore du mal à se projeter, savoir si cette hausse des ventes va se poursuivre après la fin du confinement. Euh, Parce que, bon, pour le moment, on analyse les raisons de cette augmentation de vente à deux aspects. Le premier, c'est que comme à chaque fois qu'il y a une crise sanitaire, les gens se posent des questions sur leur santé, et se posant sur les questions sur leur santé, mangent plus de bio. Ça, c'est assez régulier à chaque fois qu'on a une crise comme ça. Donc, il y a un petit peu de ça. Mais je pense que ce n'est pas l'effet majoritaire. L'effet majoritaire, c'est que c'est le changement des circuits de distribution, c'est-à-dire que les gens se sont mis à faire des courses plus près de chez eux, dans des plus petites surfaces. Donc, en général, les très grandes surfaces ont eu des baisses de vente, et les petites surfaces des augmentations de vente. Et comme, grosso modo, notre circuit de distribution bio est composé de petites surfaces, on a aussi beaucoup profité de ça.
Donc, le confinement s'arrêtant, les gens vont peut-être retourner un petit peu dans les grandes surfaces, mais ça va se faire progressivement parce qu'on sent que les gens restent inquiets malgré tout. Et puis, il va y avoir tous les gens qui bah voilà, auront découvert un magasin près de chez eux qu'ils ne connaissaient pas avant et qui vont garder ces habitudes-là. Donc voilà, mais à quel niveau ça va se maintenir voilà. Donc ça, c'est une question qui reste ouverte. On ne sait pas trop. On aurait tendance à espérer que ça se calme un peu puisqu'on n'a pas les matières suffisantes pour tenir si longtemps que ça. Le thym, là, on n'en a plus et on n'en aura pas avant plusieurs mois. Donc voilà, c'est comme ça. Mais si on pouvait éviter les ruptures longues, ce serait bien. Après, ce avec quoi il va falloir compter, je pense, c'est la fatigue. Parce que les équipes sur le pont comme ça crée de la fatigue. Et il y a la fatigue physique, mais il y a la fatigue nerveuse aussi, y compris pour ceux qui n'étaient pas sur le pont. Je pense que là, on en a vu quelques-uns qui sont revenus suite à regard d'enfants ou même du télétravail pendant une longue durée et qui, revenant ici, ont du mal à retrouver leur marque. Enfin, c'est difficile, après avoir été absent un mois et demi, de revenir dans l'entreprise. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'accompagnement pour les salariés, à la fois ceux qui étaient en mode urgence depuis un mois et demi et qui vont devoir repasser dans un mode projet, ceux qui étaient à la maison avec leurs enfants qui vont devoir recommencer à bosser. Enfin, il va y avoir beaucoup d'accompagnement. Donc, je pense que ça va être notre priorité, en fait, c'est d'accompagner ce retour à la normale, si tant est qu'on ait véritablement un retour à la normale définitif un jour. Il y aura aussi des changements durables, certainement. Mais ça, ce sera accompagné parce que voilà, dans une phase comme ça, il y a les inquiétudes au début qui sont fortes. Mais après, avec l'adrénaline, voilà, on tient au jour le jour. Et c'est quand la pression retombe que certains symptômes peuvent apparaître. Euh, Et puis après, eh ben voilà, il va falloir qu'on reprenne les projets de fond, toutes les choses, par exemple, toutes les embauches là qu'on avait mis de côté parce que voilà, on pouvait plus faire les entretiens d'embauche et il faut réaccélérer, surtout avec l'augmentation. On a des projets de construction qu'il va falloir relancer. On a tout un tas de projets comme ça qui ont été mis en stand-by et qu'il va falloir relancer. Et on espère qu'on va encore gagner en agilité et qu'on va pouvoir suivre ça et réussir à répondre, même si la question se pose vraiment pour nous de savoir jusqu'à quel point on court et on répond à cette croissance, quoi, et jusqu'à quel point elle est saine pour l'entreprise. Voilà, c'est une question qu'on a toujours vécue parce qu'on a toujours connu comme ça, des sautes de croissance assez fortes. C'est toujours difficile de savoir jusqu'où on va. Oui, c'est pas évident, en effet. Et du coup, vous avez justement mis en place Holacracy pour gérer cette croissance-là. Bon, ça fait quand même quelques années, donc vous êtes allé plus loin, ça fait 3 ans. Est-ce que ce mode de management constitutionnel, l'Holacracy, ça vous a aidé Est-ce que tu penses que ça vous a aidé pendant cette crise? Et si oui, comment? C'est une bonne question qu'on me pose depuis le début que je suis passé en holacratie. Et est-ce que holacratie aide? Et au début, je disais, ah, il est encore trop tôt pour voir, etc. Et là, petit à petit, ça devient difficile de répondre parce que c'est comme si on demandait, est-ce que le fait de respirer, ça vous aide à mener vos projets? Je ne peux plus me passer de l'holacratie, ça fait partie de nous, les outils. Qu'est-ce qui est dû à l'holacratie, qu'est-ce qui est dû à nous? Enfin, finalement, voilà, ça fait tellement partie d'Arcadie que c'est difficile de répondre. Une chose est sûre, c'est que l'entreprise Arcadie d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle qu'elle était, enfin, rien à voir. Enfin, elle a énormément progressé, évolué et est devenue beaucoup plus agile qu'avant qu'on passe en holacratie. Ça, c'est certain. Et que cette agilité-là, forcément, en cas de crise, elle est extrêmement utile, voire indispensable. Donc, de ce point de vue-là, je pense que oui, on ne serait pas en holacratie, les choses se seraient forcément passées différemment. Il y a tout un tas de fonctionnements auxquels on ne réfléchit plus
dès qu'il faut mettre en place quelque chose, convoquer une réunion, voilà, on sait immédiatement qui il faut aller voir, quels sont les interlocuteurs, qui travaillent sur quoi, etc. Enfin, toutes ces choses-là sont… Je sais que avant Holacracy, une des questions qu'on se posait régulièrement, c'était savoir justement quel est le périmètre d'un éventuel comité de pilotage. C'est-à-dire, bon, il y avait les dirigeants, il y avait voilà, les responsables d'atelier, mais on était toujours à jamais trouver le bon périmètre. Là, maintenant, depuis qu'on a Holacracy, les choses sont claires, explicites. On sait quels sont les différents périmètres et on est soit avec le cercle général, soit les premiers liens, soit… Enfin, voilà, c'est relativement clair et on joue avec ça très, très facilement. On a petit à petit des managers qui, grâce à Holacracy, sont devenus meilleurs managers. On est encore loin d'être, et je m'inclus dedans, des managers professionnels, hein, mais Holacracy nous a permis de nous rendre compte que management, c'était un métier, que c'était des compétences, et donc de les travailler. Et forcément, ces compétences de management qu'on a développées, elles sont utiles dans une crise comme ça, entre autres pour accompagner les personnes. Et là, on a des premiers liens qui, grosso modo, pour la plupart, savent vraiment maintenant, sont conscients qu'il faut accompagner les personnes, qu'il faut leur offrir du feedback, qu'il faut leur donner cette vision d'ensemble régulièrement et qu'on ne peut pas simplement les laisser faire leur boulot tout seuls. Ça, c'était un des défauts d'Arcadie, certainement. C'était que, bon, bah, voilà, une fois qu'on avait formé une personne à son poste, en gros, elle se débrouillait et tant qu'elle ne venait pas demander de l'aide, bah, on considérait que tout était OK. Là, voilà, depuis qu'on a mis en place Holacracy, on a mis en place des feedbacks beaucoup plus réguliers qui sont vraiment fondamentaux, je pense, dans une période comme ça. Oui, et puis après, on a des effets qui sont peut-être pas spécifiques à la crise, mais je regardais récemment on a un indicateur où on suit notre taux de service, hein, donc voilà, l'inverse de notre taux de rupture. Et je voyais que depuis, au moment où on est passé en holacratie, on était dans une période de dégradation de notre taux de service. On n'avait jamais dépassé 94%, je crois, de taux de service. Et puis là, on était tombé en tout à 90, 92, quoi, quelque chose comme ça. Enfin, c'était en train de se dégrader. Ça a continué de se dégrader pendant l'année qui a suivi la mise en place de l'holacratie, 6-8 mois, même moins d'un an. Et à partir donc c'était début 2018, notre taux de service a commencé à regrimper et depuis, c'est ininterrompu. Et là, on est en train d'atteindre 98% de taux de service, y compris voilà, avec les 50%. Là encore, sur le mois d'avril, on va maintenir un taux de service en hausse. Donc, on a mis plein de choses en place. Hein. C'est bien sûr pas uniquement Holacracy qui a mis ça en place, mais il se trouve qu'il y a une certaine concomitance. Merci. Alors, j'ai une dernière question avant qu'on passe aux questions de participants. Il y en a qui pensent que cette crise n'est qu'un début, qu'il y aura probablement d'autres crises. Est-ce que tu es de cet avis? Et est-ce que, du coup, tu envisages d'aller plus loin encore dans la transformation de l'organisation Arcadie, de votre mode de management, pour vous préparer au mieux aux turbulences éventuelles à venir? Bah, c'est une bonne question. Juste avant la crise, on avait fait un travail de vision à 10 ans sur l'entreprise. Vision, c'est-à-dire, c'est de l'ordre du rêve. Hein. Il ne s'agit pas de faire une stratégie à 10 ans, c'est pas du tout ça, mais juste voilà, d'aller se promener un petit peu dans le futur pour sentir vers où est-ce qu'on aimerait emmener l'entreprise. Et ensuite, on avait fait un travail derrière pour voir avec tous les cercles, voilà, comment est-ce que ça parlait et comment est-ce qu'on mettait ça en musique, quelles étaient les premières actions à prendre. C'était un peu dans une idée de tension dynamique, quoi. On se projette à 10 ans et voyons maintenant qu'est-ce qu'on fait demain pour se rapprocher de cet objectif-là.
Et puis, bien sûr, la crise a tout mis en pause là. Et donc là, maintenant, on a commencé hier et on va continuer la semaine prochaine à se dire, bon, ben maintenant, regardons notre vision. Qu'est-ce que la crise dit? Comment est-ce que ça résonne par rapport à cette vision qu'on avait? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut maintenir? Qu'est-ce qu'il faut accélérer? Voilà. Et ces questions-là, on commence tout juste à se les poser. Euh, bon, c'est sûr que voilà, quand on est comme nous, investi dans la bio et dans l'écologie, on se sent légitimé encore plus quelque part. Et notre premier réflexe, c'est de se dire, bah oui, ce qu'on fait, il faut continuer à le faire parce que c'est plus urgent que jamais. Maintenant, plus directement, certainement, il faut que on participe aussi de la relocalisation, du mouvement de relocalisation qui est ancien et qui va être accéléré par cette crise et là aussi légitimé. Et c'est vrai que nous, on est pour le moment sur un marché qui est, d'une part, on achète des épices qui viennent de loin, et d'autre part, on vend grosso modo dans toute la France et dans une partie de l'Europe. On n'a pas pour le moment sur les appros un petit peu, on commence à avoir une petite filière régionale, mais sur la vente, pas du tout. On avait déjà le projet de renforcer un circuit de vente local. Certainement, ça va l'accélérer. Réfléchir aussi, accélérer un petit peu plus notre réflexion en termes de filière. On réfléchit déjà beaucoup en termes de filière avec nos fournisseurs, nos producteurs, mais vraiment regarder l'ensemble de la filière. C'est-à-dire, il y a l'agriculteur, il y a le transformateur, il y a le circuit de distribution, etc. Et essayer de voir comment est-ce qu'on peut renforcer ces filières et les voir là aussi dans un côté local ou régional pour pouvoir là aussi être plus souple en cas de crise de ce type-là. La question qui se pose beaucoup, c'est la question des déplacements, parce qu'on est amené à, beaucoup moins que d'autres entreprises, hein, on n'affrète pas des jets privés et tout ça, mais quand même à devoir aller voir nos fournisseurs régulièrement. Là, on a expérimenté des réunions en visioconférence qui étaient finalement très intéressantes, très productives. Donc, ça interroge. Hein, en étant écolo, on a un rapport avec les nouvelles technologies et l'informatique qui est un petit peu ambigu, hein, parce que d'un côté, c'est très pratique et de l'autre côté, on sait bien les effets délétères que ça peut avoir sur la nature et sur l'environnement de trop utiliser ces outils-là. Donc, voilà, la question peut se poser entre une réunion Zoom et un voyage en train. Qu'est-ce qui a le plus d'impact sur la nature? La question peut se poser. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je suis parti dans mes... Si, non, mais c'est super. Ouais. C'est ta perspective et ta vision de la suite, donc c'est top. Il n'y a pas de bonne réponse. On va maintenant passer du coup aux questions-réponses des participants. On en a déjà quelques-unes, donc si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le module Q&R. On a une première question de Anne qui parle des projets. Tu avais parlé des projets mis de côté durant cette période, des projets qui étaient secondaires ou plus long terme, on va dire. Comment et quand vous comptez les reprendre du coup? Ça y est, on y est dedans, dans la reprise. Là, on a décrété lundi que on arrêtait que les gens qui étaient en back-office arrêtaient d'aller filer un coup de main en production pour pouvoir se reconcentrer sur leur projet. Et que tant pis, si en production on n'arrivait pas à suivre, on livrerait des commandes partielles, mais que là maintenant il fallait pouvoir reprendre un certain nombre de projets. Donc certains d'entre nous ont commencé un petit peu plus tôt, mais là voilà, on l'a décrété en tant que politique générale. Du coup, ça va aller aussi, jusqu'à présent, on n'avait pas fait d'heures supplémentaires, on n'avait fait pas d'embauche supplémentaire, etc. On va reprendre, on va prendre des CDD, on va faire des heures supplémentaires, on va faire des choses comme ça pour pouvoir
mettre plus de main-d'œuvre à la production et donc libérer les gens en back-office. On espère aussi que la reprise des écoles d'ici une dizaine de jours permette qu'un certain nombre de personnes qui étaient en arrêt puissent revenir. Et puis, voilà, typiquement, une des choses qu'on avait mis en pause, c'était les embauches. On avait une série de 5-6 embauches là, qui étaient en cours, ou dans certains cas, même les rendez-vous étaient déjà pris pour les entretiens et qu'on a annulés. Donc voilà, là, ça fait un moment qu'on est en train de relancer ça, de reprendre contact avec les candidats et voilà, de proposer soit de venir en respectant les gestes barrières, avec des masques, avec des choses comme ça, soit de le faire en visio au choix des personnes. Donc ça, vraisemblablement, à partir de la semaine prochaine, on devra avoir les premiers entretiens. Donc c'est en train de repartir. Voilà, il y a un certain nombre de projets comme ça là, sur les RH, par exemple. Maintenant, je suis premier lien RH. Voilà, on était dans la gestion de crise RH. Là, ce matin, on a recommencé à prendre les projets de fond et à se dire, bon, ben, voilà, qu'est-ce qui est urgent. Voilà. Donc, on est en plein dedans. Alors, on a une deuxième question. Tu parlais tout à l'heure des gens qui étaient beaucoup sollicités, du fait qu'il y avait ce petit côté adrénaline lié à la crise, mais qu'une fois que ce sera peut-être arrêté ou que ça diminuera, le soufflet peut éventuellement retomber et les personnes peuvent relâcher la pression. Alors, est-ce que tu penses qu'il y aura un risque de burn-out post-Covid et comment est-ce que vous comptez l'adresser? Je ne pense pas que ce soit un risque de burn-out à proprement parler, parce que je pense qu'on a fait attention à ne pas mettre les gens en situation. Enfin, globalement, à Arcadie, on fait attention à ne pas mettre les gens en situation de burn-out. On respecte les 35 heures et on fait vraiment gaffe au travail le week-end, etc. Donc, grosso modo, il y a assez peu sauf ponctuellement chez les dirigeants, mais c'est une autre affaire. Donc, c'est plus un risque de décompression, entre guillemets, hein, que je pressens, où ben, ouais, il y a une espèce de changement de rythme, quoi. À un moment donné, on se focalise sur quelque chose et puis tout d'un coup, il faut un risque de désorientation, quelque chose comme ça. Donc ça, on va essayer de le traiter. Alors, on le traite déjà avec les premiers liens qui étaient en première ligne en faisant régulièrement des réunions où on commence par des tours de parole vraiment longs. Hein, on utilise un processus maintenant de points d'étape où on commence, avant d'aborder les sujets, avant de rentrer dans l'opérationnel, on commence par vraiment faire un tour d'inclusion un peu costaud pour que chacun puisse dire où est-ce qu'il en est, ce qu'il ressent, etc. La même hier, on a fait ça où il y a carrément un temps de préparation en amont du tour d'inclusion, et ensuite les gens font les inclusions 2 par 2 ou 3 par 3, pouvoir voilà, être pas juste parler au cercle, mais pouvoir échanger, que les personnes en face puissent faire une petite résonance de ce que j'ai entendu, etc. Enfin voilà, prendre un petit peu de temps. On l'a expérimenté lundi justement sur cette décision de reprendre les projets de fond, et en fait on a fait 1 heure d'inclusion, et ensuite la décision de reprendre a été prise en un quart d'heure. Donc voilà, c'est une façon d'accompagner petit à petit, qu'on ne soit pas dans des choses éventuellement inconscientes de gens qui sont perdus, stressés, voilà, et qui du coup se mettraient à gripper les rouages, à résister à des changements. Et puis après, ce qu'on n'a pas encore commencé, mais on y réfléchit et certainement on va le proposer, c'est un accompagnement individuel pour les gens qui en ressentent le besoin, un accompagnement psychologique. Le mot est peut-être fort, mais voilà, on a déjà un certain nombre de coachs à Arcadie auxquels on fait régulièrement appel. Voilà, et on va proposer rapidement en visioconférence et puis en présentiel quand ce sera possible, aux gens qui en ont besoin, de pouvoir voilà, débriefer un petit peu avec quelqu'un dont c'est le métier d'écouter, quoi. Et donc, il y a un vrai accompagnement quand même du côté émotionnel et personnel, on va dire, de chacun pour être sûr Ça nous semble qu'ils soient primordial accompagnés. parce que voilà, c'est quand même une situation extraordinaire qui a été vécue là, et même si
voilà, on n'a pas été touché directement par l'épidémie, que voilà, la région est épargnée et que voilà, c'est très différent dans d'autres régions, mais chez nous, ça Mm. va. Mais malgré tout, ce qu'on a vu à la télé, ce doute qui s'est insinué, cette incertitude par rapport au futur, etc., c'est quelque chose que, pour la plupart d'entre nous, on n'a jamais vécu de notre vie. Et donc, je pense il faut vraiment prendre en compte le fait qu'on ne peut pas simplement compter que bon, voilà, quand ce sera terminé, ce sera terminé et on pourra reprendre comme avant. Je pense que c'est un traumatisme pour tout le monde. Et alors, les gens le vivent plus ou moins bien, mais il faut le prendre en compte. Et nous, en tout cas, à Arcadie, on a toujours considéré que l'employeur avait une responsabilité sur cet aspect-là de l'individu, même si on ne peut pas aller s'immiscer, voilà, on ne peut rien imposer, et, voilà, mais en tout cas, proposer, offrir des espaces, suggérer dans certains cas quand les gens ne s'en rendent pas compte. Ça fait partie, je pense, de notre rôle dans le cercle qui s'appelle maintenant richesse humaine. Ah, richesse humaine, d'accord. Je ne savais pas qu'il avait changé de nom, hein. Ça permet aussi de changer le fameux RH, ressources humaines, Mm. casser un peu la dynamique. On a une autre question de Anne, toujours. Comment gérer la fierté des premières lignes? Donc, j'imagine que les premières lignes chez vous, c'est ceux qui sont à la production, et peut-être le mal-être des absents. C'est une bonne question. Effectivement, on a eu beaucoup de mal-être des absents. On a essayé d'accompagner ça et ben, en les maintenant au courant, en rappelant voilà, qu'ils faisaient une part du travail, entre guillemets. On a été jusqu'à remercier en disant merci de vous occuper des enfants, etc. Ça fait partie d'un enjeu de société. Donc, on a essayé en tout cas, de faire baisser le sentiment de culpabilité. Pour la fierté des premières lignes, quelque part, j'ai l'impression que ils en sont même pas rendus compte. C'est-à-dire que là, c'était tellement la tête dans le guidon avec plus une certaine angoisse. En fait, il y a des gens, une certaine partie des gens sont venus travailler un peu contraints. Ils n'avaient pas d'enfants en bas âge, ils n'avaient pas de raison objective de cesser de venir travailler. Et donc, voilà, il y en a certains qui étaient. C'est une angoisse relative, c'est-à-dire que on arrive le matin, on a écouté les infos, on est angoissé, et puis au bout d'une heure de boulot, on n'y pense plus et tout va mieux. Voilà. Donc, mais je pense que, et puis, par exemple, je sais que fin mars, quand on m'a dit, waouh, génial, on a réussi à faire 30% de croissance, il y a pas mal de gens qui étaient un peu embêtés avec ça. Est-ce qu'on peut vraiment se féliciter d'avoir fait de la croissance dans une période où d'autres vivent des choses difficiles, etc. Enfin, c'est difficile. La fierté est encore un sentiment que les gens ne s'autorisent pas complètement, je crois. Donc, ben voilà, on essaye d'expliquer en quoi notre réussite n'est pas la réussite de l'entreprise, la réussite égoïste de l'entreprise, mais en quoi cette réussite-là, derrière, en fait, c'est le service qu'on rend à la société, à nos fournisseurs, bien sûr, mais aussi à nos clients, à nos salariés, et que Arcadie, en s'en tirant bien, était en position d'augmenter sa responsabilité vis-à-vis de la société dans les temps à venir. La responsabilité, c'est un maître mot pour Arcadie. Et certainement, dans les temps à venir, on devra l'être encore plus en soutenant. On a une politique mécénat ambitieuse de 1% du chiffre d'affaires, mais voilà, il faudra la maintenir. Et puis, s'il y a des fournisseurs qui ont des difficultés, les soutenir. Partout où ce serait possible, assumer nos responsabilités, parce que le fait qu'on ait, entre guillemets, bien vécu cette crise ne fait qu'augmenter notre responsabilité. Et ça, je pense que si on arrive à l'expliquer aux salariés, ils peuvent retrouver cette fierté, je pense, qui est légitime. Alors, justement, cette responsabilité, elle est aussi présente, il me semble, dans votre raison d'être. En quoi la raison d'être d'Arcadie a-t-elle été porteuse, on va dire, pendant cette période de crise, à la fois pour ceux qui étaient
au travail en première ligne, et puis pour ceux qui étaient en télétravail, qui étaient peut-être plus éloignés du coup de l'esprit de l'entreprise? Euh, Ben, je pense qu'effectivement, ça a été une manière de soutenir un petit peu ce discours-là, de dire la réussite d'Arcadie, c'est pas la réussite financière et égoïste, quoi, parce qu'en fait, nous, on a une raison d'être. Et, ça a été l'occasion de voir que, ben, malgré le fait que ça fait 4 ans qu'on parle de raison, enfin 3 ans qu'on parle de raison d'être et que qu'on explique tout ça, ben, on, on a un certain nombre de salariés qui ont vite un complexe en fait voilà, de cette image qu'ont globalement le monde de l'entreprise en France. Et bien sûr, à l'occasion de la crise, dans les médias, a fleuri immédiatement tout un tas de critiques, dans un sens ou dans l'autre, hein, d'ailleurs, entre ceux qui ferment pour profiter des aides et ceux qui restent ouverts pour continuer à faire du business. Enfin bon, de toute façon, rien n'était bon. Euh, donc, l'avantage d'avoir la raison d'être, c'est voilà, de pouvoir dire non, non, mais Arcadie, c'est différent et c'est pas différent là juste depuis hier. C'est quelque chose, c'est pas la crise qui nous fait dire ça. On a une raison d'être, elle est là depuis, enfin, elle évolue, mais grosso modo, le fond reste le même et on est au service de ça. Et donc, travailler pour Arcadie, d'autant plus en. Donc, j'ai pas ressenti forcément que les gens naturellement s'étaient raccrochés à la raison d'être pendant cette crise, mais par contre, nous, pédagogiquement, ça nous aide beaucoup. Voilà, on a un espèce on peut redonner le là régulièrement avec cet outil-là qui est légitime en fait. Maintenant, quand on parle de la raison d'être, tout le monde sait de quoi il s'agit. Est-ce que tu peux nous la redonner, cette raison d'être? Alors oui, je la connais plus par cœur parce qu'on l'a changée il n'y a pas très longtemps. Euh, je vais la chercher sur mon Glassfrog. Voilà, donc en bio, des saveurs qui donnent du sens, de l'enthousiasme, qui enchantent et soignent les producteurs, les arcadiens, les consommateurs et la planète, avec responsabilité, cohérence et excellence. Merci. C'est très porteur, en tout cas comme raison d'être. Justement, on a une question qui s'ensuit. Comment est-ce que vous allez travailler sur cette question de la croissance et de ses limites? Tu parlais tout à l'heure du fait que voilà, il y a beaucoup de croissance. Jusqu'où vous allez? Jusqu'où vous suivez la croissance et jusqu'où vous arrêtez en fait, en lien, j'imagine, avec cette raison d'être et votre mode d'organisation. Euh, c'est une question très complexe parce que d'un côté, on a la réalité qui est des producteurs, des salariés, des clients et toutes les autres parties prenantes qui, entre guillemets, profitent de cette croissance. Alors le mot profiter, il peut avoir un sens péjoratif, mais qui vivent de cette croissance. Et en plus, forcément, quand nous, on fait de la croissance, ça veut dire que la bio fait de la croissance. Si la bio fait de la croissance, ça veut dire que le conventionnel fait de la décroissance, entre guillemets. Parce que quand les gens ne se mettent pas à manger plus, donc les produits qu'ils mangent en bio, c'est des produits conventionnels non bio qui mangent moins. Donc, on peut dire que notre croissance, c'est la décroissance du modèle conventionnel. Donc, on a d'un côté ce fait-là, et de l'autre côté, malgré tout, surtout dans notre milieu écologique alternatif, l'idée que la croissance, c'est mal, et ou en tout cas qu'elle peut avoir des effets pervers et qu'elle peut faire perdre de vue l'important, qu'elle peut
malgré tout, notre croissance, c'est aussi quand il faut construire un bâtiment, il faut acheter des terres agricoles et les imperméabiliser. Nos produits sont dans des flacons en plastique. À chaque fois qu'on croît, c'est plus de plastique consommé. Enfin, voilà, c'est complexe tout ça, hein, bien sûr. Et, mais on sent toujours, dès qu'on aborde ce sujet-là, que il y a d'un côté la réalité qui, en fait, nous pousse quelque part à répondre à la croissance, parce que à chaque fois qu'on se dit, bon, si on n'y répond pas, comment on s'y prend, ça veut dire non à des gens, c'est difficile. Et de l'autre côté, cette petite envie qu'on aurait de dire non, non, mais nous, on refuse la croissance, small is beautiful, etc. C'est quelque chose qui serait plus, pas dogmatique, mais en tout cas, voilà, romantique peut-être, une vision romantique de la décroissance. Euh, Après, je pense qu'il faut qu'on continue à rentrer en fait dans le détail. C'est-à-dire, pour le moment, on regarde qu'un seul indicateur, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise, et on parle en croissance ou décroissance de ces indicateurs-là. Et une des choses qu'on a mis dans notre vision et qu'on a commencé à travailler, c'est de dire il faut absolument que sur Arcadie, on ait plus d'indicateurs que ça, qu'on suive de manière générale plus d'indicateurs que ça. Et je pense qu'une des solutions, ça pourra être d'identifier un certain nombre d'indicateurs sur lesquels on veut de la décroissance. Par exemple, là, on est en train de mettre en place un indicateur de la quantité de plastique vendu par l'intermédiaire de nos emballages. Et ça, c'est clairement un indicateur sur lequel on veut de la décroissance. Et il y en aurait certainement d'autres qu'on va être amené à trouver. Et par contre, d'autres indicateurs, on veut de la croissance. Les surfaces de terre qui passent en bio, le revenu de nos producteurs, des choses comme ça, il faut de la croissance. Donc ça, je pense que c'est une piste de pouvoir répondre à ça, mais ce n'est pas quelque chose où on peut répondre ah oui, non, demain, après-demain. C'est un travail à long terme. Voilà, c'est un vaste sujet que voilà, je n'ai pas de réponse définitive là-dessus. C'est quelque chose qu'il faudrait, qu'on va continuer à creuser et qu'on est en train de creuser. Et si on interrogeait plusieurs dirigeants Arcadie, certainement, ils donneraient des réponses différentes de celles que je viens de donner. Après, chacun a sa personnalité qui s'équilibre à peu près. Vous êtes trois au directoire. Merci Mathieu. Alors, on arrive à la fin du temps qui nous est alloué. Ça nous laisse un petit temps de clôture. On organise toujours d'autres webinaires puisque la série continue. Donc, vous pouvez nous rejoindre via le même lien à 15h pour écouter Sébastien Di Pasquale de l'atelier du laser, qui est en ligne et qui te salue, Mathieu. Ouais, salut Sébastien. J'ai vu passer un message. Et puis, on a une journée spéciale suisse demain, puisqu'on a 2 entreprises suisses qui vont témoigner. Telecom à 14h avec Ludovic Morand. Et à 16h, ce sera Fabio Monté de Coca, qui est une entreprise pas mal en vogue en Suisse. Ils font du e-commerce. C'est une entreprise assez fun. Donc, ça va être intéressant également. Si vous souhaitez aller plus loin sur l'holacratie et le management constitutionnel, vous aurez les informations dans l'email qui va suivre. Je rappelle qu'on organise des formations en ligne et puis on a aussi des accompagnements qu'on peut faire en ligne ou à distance. On s'adapte au confinement. Alors pour terminer, Mathieu, je te propose un petit tour de clôture en quelques mots sur l'expérience de ce webinaire, tes apprentissages, un petit peu comme dans les réunions holacratie. Eh ben, c'était très agréable. Je suis toujours je trouve toujours très plaisant de raconter ce que je fais. Moi, j'aime bien ça. Donc voilà, c'est toujours cool. Et en même temps, c'est l'occasion, finalement, de toutes les questions que tu m'as posées. Il y en a beaucoup qu'on n'a même pas eu le temps de se poser vraiment. Donc voilà, ça m'a permis en live de creuser un petit peu ces questions-là qui sont importantes. Et quelque part,
je vais continuer et on va continuer à se les poser, ces questions-là, pendant encore un moment. Donc, c'était plaisant de pouvoir le faire là, comme ça, avec un petit public. Merci à toi pour ta présence et ce témoignage. C'était très, très intéressant, et très profond et authentique. En tout cas, c'était vraiment honnête comme témoignage. Je te remercie et merci aux participants pour leurs questions et votre présence. Et puis au plaisir de vous retrouver donc d'ici 1 heure avec Sébastien pour ceux qui resteront avec nous. Merci beaucoup. Bon après-midi. Je t'en prie, merci, au revoir à tous. Au revoir.